Thierry Bilisco, bonjour. Salut, Comment ça va? ça va bien, Super. très bien. Tu es là sur une chaîne internet qui s'appelle ImproViews. On est là pour parler impro pendant une bonne heure, de discuter de ton parcours et de savoir qu'est-ce qui en est sorti et de nous délivrer ça. Est-ce que tu peux, Thierry, te présenter rapidement? Oui, donc je m'appelle Thierry Bilisco, je vais avoir 47 ans cette année, horrible. Et je pratique l'improvisation depuis, ça va bientôt faire une trentaine d'années, je dois être à 28, quelque chose comme ça. En fait, quand j'ai débuté, j'ai découvert le théâtre à l'âge de 15 ans. Et j'ai intégré une troupe de théâtre amateur. J'ai rencontré au collège, un atelier théâtre au collège. Et puis l'année qui suit, ou l'année peut-être d'après, j'ai intégré une troupe de théâtre amateur. Et cette troupe de théâtre, on faisait du texte et on a découvert le match d'improvisation. Et c'est par le biais du match d'improvisation que j'ai pris le virus de l'improvisation théâtrale, quoi. Comment ça s'est passé les premières années d'impro? Où t'étais? Qu'est-ce que t'as appris là-bas? Écoute, en fait, ça a été parallèle au théâtre de texte, parce que comme je faisais partie d'une troupe d'impro, une troupe de théâtre, donc on avait à la fois nos créations de texte, et on a découvert le match d'improvisation, au départ plus comme un divertissement. On allait au Bataclan à l'époque voir les matchs, etc. Les premiers matchs de la Live Pro et compagnie, enfin dans les premières années, quoi. Et puis là, je te parle on est autour des années 90, 91, par là, 92. Et puis on commence à faire nous aussi un peu d'impro, mais toujours en marge de nos créations théâtrales, quoi. Et puis on s'est mis à faire 1 ou 2 matchs par an, et comme on était un petit noyau vraiment à prendre du plaisir sur l'impro, on a décidé, on est en 95, on a décidé de créer une structure en marge de cette troupe de théâtre qui s'appelait Les Tréteaux d'Ulysse, à Damary-lès-Lys en Seine-et-Marne, région où je continue de vivre d'ailleurs. Et on a créé la Ligue d'improvisation de Seine-et-Marne en 95. Donc moi j'ai continué de travailler de jouer avec la troupe de théâtre amateur dont j'étais issu, Les Tréteaux, et tout en découvrant l'impro et en commençant avec des trainings hebdomadaires, etc., avec la Ligue d'impro de Seine-et-Marne, quoi. C'est vraiment par le biais du match que je suis rentré dans cette discipline. Comment ça se passait à cette époque-là, les années 1995 à 2000? T'étais pas né, c'est pour ça que j'étais Eh né, oui. mais je ne pratiquais pas cette discipline. Ça ressemblait à quoi le paysage de l'impro dans la région ou dans le pays? Euh, Écoute, il y en avait évidemment, mais beaucoup, beaucoup moins qu'aujourd'hui. La preuve, c'est que nous, on a décidé comment dirais-je, on était les premiers en Seine-et-Marne, donc on a décidé de s'appeler, j'allais dire avec modestie, la Ligue d'improvisation de Seine-et-Marne, mais parce qu'on était les seuls en Seine-et-Marne, en fait, à l'époque. Aujourd'hui, il y a un côté un peu pompeux, cette ligue existe toujours. Il y a un côté évidemment un peu pompeux, parce qu'il y a plein d'autres ligues en Seine-et-Marne qui se sont créées, mais à l'époque, c'était assez novateur. Il y avait quelques ligues pro et puis des ligues amateurs. Et à l'époque, il y avait pas mal de liens entre les amateurs et les professionnels, puisque il y avait même une fédération, enfin il y avait une association qui fédérait les troupes amateurs et les troupes professionnelles, qui s'appelait l'AFLI, l'Association française des ligues d'improvisation, et dans laquelle siégeaient à la fois siégeaient, le terme est un peu pompeux, mais enfin, dans lequel il y avait à la fois des comédiens du monde professionnel et des comédiens du monde amateur. Et on avait des réunions, je me souviens, parce que moi j'ai assisté à plusieurs réunions, on avait des réunions où on réfléchissait ensemble à différentes organisations. À l'époque, par exemple, il y avait notamment une demande de la part des compagnies professionnelles qui demandaient à ce que les matchs d'improvisation amateurs soient stipulés amateurs sur les affiches. Donc à cette époque-là, on écrivait match d'improvisation amateur. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. On écrit match d'improvisation. Mais à l'époque, il y avait une demande, ouais, Alors, là-dessus. c'est rigolo ça. Deux questions. Qu'est-ce qui se passait dans cette... C'était une fédé, il y avait presque des fédés. Est-ce que c'était régional, national? Qu'est-ce qui se Ouais, passait c'était national. là-dedans? Ouais, et ça se passait, on payait de l'argent, on avait un truc. Oui, tu adhérais à la FLI. Et ensuite, il y avait, ça permettait il y avait des réunions, alors je ne sais plus à quel rythme,
mais ça permettait de se rencontrer, d'échanger. Ça avait permis, par exemple, la mise en place d'un... Il y a un trophée, alors je ne me rappelle plus des années, mais il y a un trophée qui s'appelait le trophée Île-de-France Nord, qui réunissait des équipes d'Île-de-France et une équipe du nord de la France, la DECAD. Et il devait y avoir la LIABC, la LISM, la DECAD... j'ai oublié les autres, mais il y avait encore, voilà, il devait y avoir 5-6 troupes comme ça. Et puis, donc, ça a permis ça, la naissance de ce tournoi-là. Et puis des échanges, connaître un peu ce que les uns et les autres faisaient. Et c'était des grandes. Il y avait du monde dans ce spectacle-là ou c'était vraiment un petit comité? Non, dans les matchs, non, ça a drainé assez rapidement pas mal de monde. Ouais. Ouais, je crois que le match est quand même le spectacle, c'est encore valable aujourd'hui, hein, c'est quand même le spectacle, enfin la forme d'improvisation qui rassemble le plus de public. Sans doute par le côté interactif. Le fait que ce soit interactif tout du long, en fait, tout au long de la soirée. Le fait que le public soit amené à voter tout au long de la soirée, etc. À mon avis, c'est ça qui fait que c'est aussi fédérateur. Puis c'est grand public, c'est familial. Moi, ce que j'ai fréquenté comme match d'impro au début, c'était très familial. Vraiment, il y avait plein d'enfants. Il y avait bon. Après, j'étais en banlieue, donc pas sur Paris même. Sur Paris, c'était peut-être un peu différent, mais en tout cas, les premiers matchs que l'on faisait, ouais, c'était très familial. Et je reviens à ce que tu disais. Pourquoi il fallait mettre amateur sur les affiches, match d'impro amateur? Ça, c'était vraiment une demande des professionnels. Je pense qu'ils voulaient dissocier les choses, notamment. Alors, moi, ça m'est arrivé encore ces dernières années, ce besoin d'identifier les choses, parce que, en fait, je crois que notamment, il y avait une question économique. C'est-à-dire que quand tu mets en place un spectacle professionnel, forcément, il y a un tarif, il y a une entrée qui n'est pas du tout la même qu'un spectacle amateur. Et il me semble qu'à l'époque, il me semble que ça a été fait pour ça. Il me semble que les professionnels voulaient faire la distinction de façon à expliquer que tu payes 5 euros pour l'un, 15 euros pour l'autre, je dis n'importe quoi au niveau des tarifs, c'est pour le justifier, quoi. Qu'il y en a un où on paye les comédiens et il y en a un autre où on paye une association et pas des comédiens, quoi. À mon avis, ça venait de là. Aujourd'hui, ça existe encore ce manière de fonctionner? De ligue, de fédé? Il n'y a plus de fédé du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de fédé. Ça a un peu explosé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est mort petit à petit, en fait. Il y a eu, à mon avis, plusieurs raisons à ça. Les ligues se sont vraiment démultipliées. La frontière amateur-professionnel aussi, c'est un peu tassé. On voit aujourd'hui, enfin depuis de nombreuses années, des ligues semi-pro avec ou bien des ligues qui font des spectacles, enfin des ligues qui sont composées de comédiens professionnels, mais qui font des spectacles sans être payés. Donc du coup, avec un statut un peu entre deux. Voilà, je crois qu'il y a eu, il y a pas mal de choses qui ont changé. Peut-être qu'avec la multiplication des associations aussi, c'était plus difficile de rassembler. Je pense que c'est pour les mêmes raisons. Alors moi, j'y étais pas à cette époque-là, j'étais amateur, mais c'est pour les mêmes raisons que les championnats professionnels n'ont plus eu lieu. Il y avait des championnats professionnels. Les villes, à l'instar dans le sport, les villes s'affrontaient, quoi. En fait, les ligues professionnelles s'affrontaient dans toute la France. Et puis c'est pareil, ça s'est arrêté. Il y a eu un peu des guerres, je pense, interligues. Et puis, à mon avis, ce qui a eu aussi raison de ça, et ça c'est un avis plus personnel, mais c'est aussi que c'était un peu compliqué comme les matchs se font, alors je parle encore du match, hein, mais comme les matchs se font, enfin les résultats des matchs sont faits par le vote du public, il y avait un côté un peu chauvin de je supporte l'équipe de ma ville parce qu'il faut que l'équipe de ma ville l'emporte, quoi. Et du coup, ça perdait un peu dans son intérêt sur le principe d'un championnat. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, le championnat pro est mort et a donné plutôt lieu à des rencontres diverses et variées entre des ligues, quoi. Bon, il va dire un truc que tu trouves pas bien dans le match et un truc que tu trouves vraiment bien. Rapport à ce format,
Est-ce qu'il y a un truc dans ce format qui crée pour toi un défaut? Est-ce qu'il y a un truc dans ce format qui crée une qualité? Effectivement, moi, contrairement à certains de mes camarades qui font de l'impro depuis très longtemps, comme moi, il y en a qui se sont lassés du match d'improvisation, notamment parce que il ne permet pas assez de liberté. Il est trop contraignant. Eh bien justement, moi je trouve que c'est une qualité du match d'improvisation. C'est-à-dire que de la contrainte naît la créativité. Et en fait, oui, c'est un format contraint, tu as un espace de jeu très défini, tu as un temps de jeu qui est établi dès le début de l'improvisation, donc tu ne fais pas durer l'improvisation tant que tu veux. Il y a un format, le format interactif, parfois peut agacer justement. De cette contrainte-là, parfois ça a créé un peu des ennemis. Moi, je trouve ça intéressant. En revanche, oui. Qu'est-ce que je vais regretter dans le match d'improvisation? Je pense que je vais regretter ceux qui n'ont pas compris que l'esprit de compétition est totalement fake, en fait. La compétition dans le match d'improvisation, c'est bidon, surtout dans le match amical. Alors après, dans un championnat, tu te prends un peu au jeu. Il y a quelque chose de moi pour avoir fait pendant un certain nombre d'années, enfin être dans la Coupe Paris Impro par exemple. Évidemment que dans la Coupe Paris Impro, tu as envie d'aller en finale parce que tu as envie de jouer un match supplémentaire, mais c'est presque plus le plaisir de jouer ce match supplémentaire en fait, plus que de remporter la coupe. Remporter la coupe, on s'en fiche un petit peu, mais il y a cette émulsion là. En dehors d'un championnat, vouloir gagner un match d'improvisation, j'ai jamais vraiment compris. Enfin, peut-être que oui, la perversité, ça va être celle-là, peut-être. Quand on va avoir des dernières improvisations dans un match d'improvisation qui vont être gâchées parce que ça va rentrer à tout prix, parce qu'il faut qu'on marque le point, parce que, voilà, quand l'enjeu prime sur le jeu, ça va plaire aux sportifs. Quand l'enjeu prime sur le jeu, là, c'est dommage, quoi. Ça peut être ça, à mon avis, la perversion. Est-ce que tu as des tips ou des techniques pour éviter d'aller là-dedans? Ou une attitude? Non, de ne pas tomber là-dedans, je crois pas. Se rappeler que c'est du fun et du spectacle, se rappeler qu'on construit ensemble, que l'environnement du match, encore une fois, c'est du décorum en fait. C'est deux équipes qui s'affrontent, c'est du décorum. Le principe, c'est plutôt l'idée, c'est plutôt de construire ensemble, avec le challenge de tu rentres avec une idée, moi je rentre avec une autre, et comment on va faire pour en construire une troisième qui va tenir compte un peu des deux idées. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le match. C'est qu'on part avec des choses un peu différentes. Je me suis amusé souvent je dispense pas mal de cours, de stages, etc. Je me suis amusé une fois en disant que je n'écrirai, je pense, jamais de livre sur l'improvisation, mais d'autres gens le font très bien, ou l'ont très bien fait. Mais si je devais un jour en écrire un, je dirais, le titre de ce livre, ce sera, je l'ai trouvé un jour comme ça, en cours, ce sera 1 + 1 = 11. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée de se dire qu'il y a deux personnes qui rentrent ensemble pour jouer, et ça c'est valable notamment dans le match, mais ça peut être valable dans d'autres formes aussi. Mais deux personnes qui rentrent ensemble, et en fait, c'est un peu de ces deux idées de départ qui vont en donner une troisième. En fait, c'est en travaillant ensemble qu'ils vont, ils vont pouvoir créer quelque chose. Donc non, je crois que j'ai pas de tips. En revanche, je suis un traditionnaliste du match d'impro. C'est-à-dire que je ne suis pas très fan de toutes ces tentatives qu'il y a eu de vouloir modifier, intégrer le code d'autres spectacles dans le match d'impro. Pour moi, le match d'impro, c'est le match d'impro. Alors, il y a quelques catégories qui ont pu être intégrées qui fonctionnent pas mal, qui n'étaient pas dans celle d'origine, soit de la FLI, soit qui fait encore foi le règlement de la LNI au Québec. Mais en revanche, tout ce qui est pour moi plus du catch impro, du cabaret, de choses comme ça, je trouve que ça a moins sa place en match d'improvisation. Donc je suis un peu plus traditionnaliste. Et du coup, je suis un peu pénible quand j'arbitre, parce que j'arbitre beaucoup de matchs, souvent en tout cas. Je suis un peu pénible parce que j'essaye de rester assez traditionnaliste en disant
il y a d'autres modes d'improvisation, il y a d'autres spectacles d'impro pour jouer d'une autre manière ou pour avoir des catégories un peu plus loufoques ou même des choses, un jeu un peu plus racoleur ou voilà. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. À quoi ça sert dans un match, et après on changera de sujet, à quoi ça sert dans un match d'impro de faire des catégories à la Tchekhov quand on sait que 70% n'ont pas lu une pièce de Tchekhov? Eh ben écoute, c'est... Ou d'autres. Ouais. Mais c'est la même chose que sur la durée. Je disais tout à l'heure que parmi les gens qui veulent changer le match d'improvisation, il y a des gens qui disent la durée, elle est trop contraignante. Une improvisation qui merde, pourquoi on ne la coupe pas avant la fin? Ou bien une improvisation qui marche, pourquoi on ne la laisse pas se poursuivre? C'est une vraie question. Mais je vais le retourner dans l'autre sens. Si on travaille en essayant d'avoir, et moi c'est ce que j'ai essayé de faire, une notion du temps pendant qu'on est en train de jouer, eh ben, ça peut être un vrai challenge de se dire, bah tiens, moi j'ai 5 minutes pour développer mon histoire. Et il faut que j'arrive en 5 minutes à la développer. J'ai d'autres formats qui me permettent de développer une histoire en 10 ou d'autres impros qui vont être en 2, mais là j'ai 5 ou j'ai 8 et il faut que je rentre dans cette case-là, dans cette durée-là. Bah, c'est la même chose pour les auteurs. Moi je ne dissocie jamais le mot improvisation de théâtral. Pour moi, je rappelle que c'est une forme de théâtre. Et donc, on a 80% de nos impros, 90% de nos impros qui vont être sur des choses un peu plus peut-être légères ou libres. Et puis, on a quelques improvisations dans un match où on va toucher à quelques auteurs de théâtre. Et j'aurais tendance à dire, et j'espère pas être pompeux en disant ça, mais je pense que c'est à nous, comédiens improvisateurs, à étudier ces auteurs pour notre bagage personnel en fait, et en ayant suffisamment au moins de notions pour pouvoir les jouer et improviser dessus, quoi. Moi je crois qu'un public qui justement va pas souvent au spectacle, qui va au spectacle par le biais du match d'improvisation parce que c'est fun et que c'est interactif, etc., bah, si à un moment ça lui permet de découvrir Shakespeare, Tchekhov ou autre, eh ben pourquoi pas, quoi. Peut-être ça va lui donner envie de lire ou bien d'aller voir une pièce entière de ces auteurs, quoi. Donc ouais, je le prendrais plutôt dans ce sens-là. Charge aux comédiens de se renseigner véritablement sur les Mais je trouve, ouais. Il y a un travail à faire. Et ça, c'est marrant, mais on parlait tout à l'heure d'amateurs et de professionnels. J'ai la sensation que, aujourd'hui en tout cas, les ligues amateurs, elles travaillent presque plus notamment les auteurs, que les ligues professionnelles. Alors je veux pas généraliser, parce que je vais recevoir les foudres des ligues pro qui vont envoyer de nombreux mails ou qui vont tweeter ouais, « Thierry Belisco dit n'importe quoi ». Les ligues qui sont constituées en tant que ligues, qui font des trainings de ligues, etc., c'est peut-être un peu différent. Mais il y a aussi des ligues, on le sait, il y a aussi des ligues, alors je vais appeler ligues, mais il y a aussi des ligues ou des compagnies qui n'ont pas forcément de training en commun, qui sont plus des comédiens qui viennent ponctuellement pour des spectacles, etc. Ça, s'il n'y a pas ce travail personnel et individuel des comédiens, du coup, c'est jamais vraiment abordé, quoi. Et je trouve ça dommage parce que c'est là où il peut y avoir un peu la dérive oui, on peut un peu appauvrir, quoi, du coup. Moi, je trouvais ça intéressant qu'on puisse aussi aller... puis c'est pas... Enfin, on n'a pas souvent l'occasion d'improviser à la manière d'un auteur théâtral connu. Ouais, moi j'ai quelques souvenirs où tu te dis, ok, là on a touché à quelque chose, quoi. Il y avait à quel moment, tu parlais des débuts d'impro, qui étaient donc des fédés, des ligues, donc orientés vers le match, on en a parlé pas mal déjà. Ouais. Oui, à ma connaissance, c'était beaucoup du match au départ. Ouais. À quel moment est-ce que tu as senti un changement de format qui se jouait? Est-ce que tu as senti toi aussi que tu commençais à jouer d'autres trucs? Comment c'est venu? Oui, oui, en fait, je crois que ça s'est fait par la multitude à un moment, moi j'étais largué sur le... Il y a eu une époque en fait où je connaissais, par exemple sur la région Île-de-France, il y a eu une époque où je connaissais toutes les ligues de région Île-de-France. Et puis je sais
je ne sais pas à quel moment tu te réveilles un matin, puis tu te dis, mais en fait, tu vois passer, je ne sais pas, sur les débuts des réseaux sociaux, tu vois passer un peu des troupes qui lancent leur spectacle, etc. Tu dis, mais je ne les connais pas, eux, puis eux non plus, puis eux non plus. Puis en fait, tu t'aperçois vite que tu es largué et que tu n'as pas vu arriver plein d'autres troupes. Et j'ai l'impression que c'est aussi la naissance de plein d'autres troupes, et c'est valable en région, etc. Le fait qu'il y ait eu... il y a eu pas mal de troupes, il y en a qui ont voulu se distinguer des autres, il y a eu des formats aussi, il y a des gens qui sont allés puiser à l'étranger aussi des choses. Et, et ça aussi, je crois qu'il y a des gens qui se sont aussi dit, bah, moi j'aime l'improvisation, mais j'aime pas le match d'improvisation, donc comment je fais pour y trouver quand même mon compte et c'est là où petit à petit c'est né, mais il y a 25 ans, en dehors du cercle des menteurs, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de formats d'impro qui existaient en dehors du match, hein. Et puis petit à petit, ouais, je pense que c'est venu aussi d'une volonté de certains comédiens de faire, c'est comme ça que sont apparus les formats longs, des choses comme ça aussi, de pouvoir un petit peu sortir du format 5, 8, 12 minutes. Moi, je crois que c'est venu de là. Après, je suis pas un expert, je suis pas un expert de l'histoire de l'improvisation. JB Chauvin répondra mieux que moi. Est-ce que, en tout cas, tu as senti à un moment, je sais pas, ou dans la manière de considérer la discipline, ou dans la manière de fonctionner, tu as senti des vagues, des changements, en disant, ok, ça se fait plus, ça se faisait il y a 20 ans, ça se fait plus, et c'était mieux ou c'était moins bien. Est-ce que sur 30 ans, tu te dis, ouais, tu parles de profusion, il y a plus de spectacles, plus d'éclectisme, on va dire, mais est-ce qu'il y a eu un moment, ouais, des choses qui ont bougé, où tu dis, ah, ça avant ça se passait comme ça, aujourd'hui Oui, ça se passe plus, ou inversement. oui, oui. Euh, oui, alors sur le match d'improvisation, par exemple, et après je vais en sortir, mais sur le match d'improvisation, oui, il y a des choses qui se faisaient et qui se font plus. Euh, Par exemple, on se faisait, alors je ne sais pas pourquoi c'est venu, mais on se faisait moquer beaucoup par les Québécois il y a une vingtaine d'années, parce qu'on avait une catégorie en match d'improvisation qui les faisait mourir de rire, parce qu'ils trouvaient ça tellement débile qu'on ait ça. C'est l'improvisation silencieuse. Et effectivement, on peut se poser la question de quel est l'intérêt de cette improvisation silencieuse, dans le sens où, autant une improvisation sans parole, jouée en ayant un grommelot ou des choses comme ça, on peut voir l'intérêt de ça. L'improvisation silencieuse, le principe était de ne pas faire de bruit, et on se retrouvait à être sanctionné par un arbitre parce qu'on avait glissé le pied par terre et que ça avait fait un petit couinement ou quoi. Oui, moi j'ai souvenir de Québécois disant mais vous jouez cette catégorie-là. Alors elle a été créée, je crois, au Québec d'ailleurs, donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais sauf que eux le jouent plus depuis très longtemps. Donc ils se moquaient un peu de nous il y a quelques années parce qu'on le faisait. Cette catégorie, par exemple, n'existe plus, je crois, ou très très peu. Mais on a compris qu'elle avait aucun intérêt. Et à l'inverse, il y a quelques catégories qui sont un peu plus intéressantes, qui sont apparues d'auteurs qui n'étaient pas au départ, ou de style cinématographique aussi. Le cinéma est beaucoup rentré, enfin est plus rentré dans le match d'improvisation. Après, c'est plus les formes de théâtre, oui, bien sûr, notamment les thématiques. Il y a 10-12 ans, jamais on aurait vu de spectacle spécifique sur un auteur, entièrement sur un auteur. Une soirée Shakespeare, ou une comédie musicale improvisée, ou ça existait très peu en fait. Les choses très thématiques, ça existait très peu. Il y avait plutôt des spectacles, il me semble, hein. Après je ne connais pas tous les spectacles, mais plus que des choses très thématiques. C'est pareil, on va avoir des tweets qui vont dire ah, si, attends, nous en 2001 on a démarré. Bon, mais il est possible qu'il y en ait eu, hein, je veux dire, mais c'était pas le plus connu, quoi. On parlait tout à l'heure du rapport comédien, ça m'avait marqué, donc je voulais en parler, j'y vais maintenant, du rapport amateur-pro. Est-ce qu'il y a eu un moment, un truc chez toi qui dit là je sais que je suis pro? Et après, de manière plus large, comment tu vois toi la définition qui sépare l'amateur du pro? Euh, alors oui, chez moi il y a eu quelque chose, c'est-à-dire que concrètement, il y a un moment, tu es payé pour jouer. La grande différence, c'est du jour au lendemain d'être payé pour jouer.
Moi, j'ai commencé à faire des spectacles professionnels alors que ce n'était pas encore mon activité principale. Ça fait seulement une petite dizaine d'années que c'est mon activité principale. J'ai eu d'autres métiers avant. Mais mes premiers spectacles professionnels, j'ai commencé à les faire en ayant donc une autre activité professionnelle. La différence que j'ai vue, c'est qu'effectivement, ce sont des... alors, il y a une troupe que j'avais intégrée, mais c'est surtout les premiers matchs d'impro professionnels. C'est une ligue d'improvisation qui... la Ligue de Marc-en-Barœul, pour ne pas la nommer, qui, à l'époque, m'a invité à venir faire des premiers matchs professionnels. Donc ça a été assez... puis ensuite, j'avais travaillé avec la LIFI en Ile-de-France, etc. Mais oui, là, tu bascules un peu on va dire, dans un autre monde. La différence, je crois, c'est le... Il y a un esprit de troupe qui est différent. C'est-à-dire que l'esprit de troupe, proprement dit, tu le retrouves plus dans le monde amateur que dans le monde professionnel. Je parle pas d'une troupe liée à un spectacle. Quand c'est une troupe liée à un spectacle, là, il y a un esprit de troupe. Mais quand c'est une compagnie qui va proposer plusieurs types de spectacles, faire un peu de match, un peu de ci, un peu de ça, de l'entreprise, etc., il y a un peu moins un esprit de troupe. D'ailleurs, j'en veux pour preuve les afters des spectacles amateurs et professionnels, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu vas faire un after d'un spectacle amateur, tout le monde va se retrouver chez les uns, chez les autres, ou va avoir réservé une salle dans un resto. Enfin, il va y avoir un truc extrêmement convivial. Moi, j'avais été surpris par les premiers matchs amateurs où effectivement, on mangeait ensemble vite fait après le spectacle, puis chacun rentrait chez soi, en fait. Et il n'y avait pas vraiment d'after. Chez les pros, tu veux dire? Chez les pros, oui, chez les amateurs, oui. Chez les pros. La différence, ça peut être une des différences. Donc chez les pros, on gagne de l'argent et chez les amateurs, on se marre. Ouais, on se marre en tout cas. En tout cas, tout autour, on se marre aussi pendant, hein, quand même, avec les pros. Attention, hein, mais il y avait un esprit, c'est un peu plus un loisir, donc c'est un peu plus la fête, quoi. Après, à titre personnel, mon passage d'amateur à professionnel, en match en tout cas, parce que je l'avais fait aussi sur d'autres spectacles, mais en match a été difficile. Mais ça, c'est purement personnel, c'est que je me suis mis une pression de je dois être légitime, en fait. Je change de statut, et donc il faut que je sois légitime. Et mes premiers matchs ont été assez mauvais, en fait, en tant que professionnel. Parce que je me mettais vraiment une pression. Tu me parlais tout à l'heure de tips pour ne pas tomber dans un match d'impro dans le côté trop compète. Le tips que moi j'ai acquis avec mon expérience en match, et ça encore une fois ça vient de nos amis québécois, c'est le côté une impro ratée, c'est une impro ratée en fait, passe-la vite et passe à la suivante. Moi, quand je ratais une impro, sur mes premiers matchs et en particulier sur mes premiers matchs pro, c'était la fin du monde. Et je mettais 3 ou 4 impros à m'en remettre. J'ai souvenir d'un de mes premiers matchs d'impro professionnels où le 3e tiers-temps, je l'ai fini sur le banc sans rentrer une seule fois, je crois, ou sur une impro. Parce que j'étais dégoûté de ce que j'avais fait avant. Qui était en plus, je pense, pas si pourri que ça, mais moi, vu les exigences que je me mettais, du coup, j'étais pas content et ça m'avait complètement miné. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est vraiment... Parce que les Québécois, ils ratent une impro, ils retournent sur le banc, ils font « Oh là là, c'était pourri !» Ils se tapent dans les mains, c'était pourri, et ils passent à autre chose, en fait. Ils admettent que dans le lot, forcément, comme on improvise, il y a aussi du déchet. Et je pense qu'il faut admettre qu'il y ait du déchet. On ne peut pas réussir... le problème, c'est juste quand il y a 90% de déchets dans un spectacle, c'est un problème. Mais tu vois, s'il y a 5% de déchets, il y a 5% de déchets. C'est pas grave. Et puis en plus, le public, il l'accepte. Donc ça ouais, je l'ai appris avec l'expérience, pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres trucs où tu vois, s'il n'y a pas d'argent, mais tu te dis, ça c'est une attitude pro, ou ça c'est un comportement pro, ça c'est amateur? Ouais, c'est dans l'exigence. C'est dans l'exigence artistique. C'est-à-dire que si j'en ai rien à battre, parce que tu vois, quand je dis par exemple, cette impro elle est ratée, on passe à autre chose, c'est pas du tout, on s'en fout de rater un truc. Tu vois, j'ai enchaîné tout de suite en disant, il ne faut pas que ce soit 90% du spectacle comme ça. Il y a cette exigence, mais il y a passer vite à autre chose. Et je pense que la différence, elle se fait dans l'exigence. Moi, j'ai connu des ligues d'improvisation amateurs très exigeantes
et avec un rendu vraiment intéressant. Et j'ai connu aussi des spectacles pro, match ou autres, où on sentait que soit on vient cachetonner et puis c'est tout, ou soit on n'a pas envie de s'améliorer. On est un peu sur ses acquis et du coup, ça passe, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas très grave. Je parlerais d'exigence artistique plutôt. Pour moi, c'est ça qui fait la différence. C'est quoi ton exigence artistique, Thierry? Je pense que c'est d'avoir de la profondeur dans ce qu'on raconte. De pas être... Après, je respecte ceux qui font ça, hein, mais ceux qui ne font que du divertissement et de l'entertainment, moi, ça m'intéresse moins. C'est-à-dire que j'aime bien que dans un spectacle, il y ait un minimum de profondeur, un minimum d'histoire qu'on va raconter, de relationnel entre les spectacles, dans les formations que je dispense. Je parle énormément du relationnel. La relation entre les personnages me semble essentielle, mais parce que dans 90% de la production culturelle, il y a ça en fait. Un des exemples que je donne souvent, je prends souvent l'exemple du film La Guerre des mondes de Steven Spielberg. En tout cas, le film. Le livre, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, le film. Ok, c'est une invasion extraterrestre au cœur de New York et tout ça. Mais, donc c'est bourré d'effets spéciaux, c'est hyper spectaculaire. Mais en réalité, ce dont ça parle d'un père qui n'arrive pas à communiquer avec ses 2 enfants ados, quoi. Et c'est ça, et tout du long, l'invasion extraterrestre, elle va ne servir qu'à nourrir la relation entre ce père et ses 2 ados. Et tout ce qui va être fait, les explosions, les effets spéciaux, etc., ne vont servir qu'à nourrir ça. Donc, j'utilise souvent cet exemple-là parce que... et c'est ça qui va faire qu'on va retenir ce film-là, pas que pour les effets spéciaux, mais aussi parce qu'il va y avoir derrière une histoire un peu profonde. Et j'en veux pour preuve, on va plus facilement se rappeler d'Indiana Jones avec les failles de son personnage, par exemple, plutôt que de La Momie ou du Roi Scorpion, qui vont avoir peut-être autant d'effets spéciaux et de spectacularité, mais comme les personnages sont creux, on va les oublier aussi vite qu'ils sont venus, quoi, ces films-là. Donc oui, je pense que c'est cette profondeur que je vais retenir et qui me semble essentielle à aller chercher. Je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais... C'est quoi ton exigence artistique? Voilà, donc c'est bien ça. Et ça t'a... du coup, tu disais plutôt que de l'entertainment pur et dur. Ouais. Comment tu définis de l'entertainment pur et dur? Je vais dire que de la vanne, que de la tchatch, que du côté battle en fait. Moi, ça m'intéresse moins. L'improvisation juste, ou regarder comme je suis vif et comment je sais faire des blagues. Perso, ça m'intéresse moins. Après, j'ai pas de problème avec ceux qui font ça, et il y a un public pour ça, et il y a des comédiens pour ça, mais c'est juste que moi, je vais avoir envie qu'on me raconte une histoire. Donc, en tant que spectateur. Donc, en tant qu'acteur, je vais aussi avoir envie de raconter des histoires, même si c'est une histoire de 3 minutes, une histoire de 8 minutes, mais je vais avoir envie qu'on me raconte une histoire, donc je vais avoir envie d'en raconter. Comment on fait pour avoir de la profondeur sur scène? Je pense ça va passer par ce que je disais tout à l'heure sur la question relationnelle entre les personnages. Ça me semble important. Je pense que ça va être tirer le fil, ça j'ai appris aussi de gens qui m'ont formé, mais tirer le fil plutôt que de changer de bobine toutes les minutes, tirer le fil déjà de la première bobine qu'on a tirée en fait. Enfin, tu vois, le fil de la même bobine. On peut avoir tendance en improvisation à accumuler. Alors chez les improvisateurs débutants, par exemple, il y a beaucoup ça, il y a accumuler les péripéties. Il faut qu'il se passe des choses, parce que sinon c'est trop posé et on s'endort. Donc on accumule les péripéties, mais on ne raconte pas vraiment une histoire, on raconte une accumulation d'événements. Notamment, il va y avoir ça. Et puis il va y avoir aussi, alors ça va être plus chez les improvisateurs expérimentés qui vont tourner très rapidement. Il va y avoir ce truc de
ok, une vanne qui en emmène une autre, qui en emmène une autre, rebondir sur tout. Moi, je trouve ça génial, rebondir sur tout, mais attention à ce que ça ne nous fasse pas partir dans tous les sens, en fait, et que parfois, le bon mot, la bonne punchline, quand elle reste au service d'une histoire, c'est génial. Quand elle nous fait partir dans complètement autre chose, ça peut nous emmener dans quelque chose de très creux, quoi. Alors, pendant que le technicien va vérifier quelques éléments Ah ouais, il y a des effets un peu discothèque. Mais on va quand même continuer, si ça ne te dérange pas. Ah ouais. Toi, tu as fait une formation théâtrale. Est-ce que ça se remarque, des gens qui ont fait une formation théâtrale quand ils ont fait de l'impro, et des gens qui n'ont pas fait de formation théâtrale et qui font... Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que t'es pas à l'abri, bien sûr, t'es pas à l'abri de rencontrer un improvisateur qui a des beaux personnages très campés, très construits, etc., et qui pourtant n'a pas de bagage théâtral. C'est possible. Mais je pense que venir du théâtre et avoir pris le temps, du coup, d'apprendre à peaufiner un personnage, à lui donner de la profondeur, à lui créer un background, à ce que tu fais avec du théâtre de texte quand tu passes des semaines et des semaines à répéter, eh ben, quelque part, ça te permet de ne pas être juste dans le juste moi-même, en fait. Être juste soi-même, moi, ça m'intéresse moins. Mais encore une fois, dans ce que moi, je cherche. Moi, j'aime bien disparaître derrière mes personnages, en fait. Et donc, oui, je vais souvent voir la différence comme ça. Celui qui va avoir travaillé aussi le théâtre va avoir souvent des personnages plus construits, mieux construits. Ouais. Je le remarquerai de cette manière-là. Mais encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Et puis qu'il y a des bases, théâtrales qui sont intéressantes, parfois juste techniques sur le placement de la voix, sur le placement sur le plateau, sur l'équilibre du plateau. Enfin, il y a des choses très techniques théâtrales qui sont intéressantes à utiliser même en impro. C'est pas parce qu'on improvise que, encore une fois, que c'est juste du fun, en fait. Voilà. Faut qu'il y en ait, du fun, mais on parlait d'une différence, il y avait une petite différence quelquefois d'ambiance pro-amateur. Est-ce qu'il y en a une théâtre impro? Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont les deux? J'ai l'impression. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont les deux. Il n'y a pas tant de gens que ça. Tu retrouves, c'est assez amusant, je pense que tu retrouves plus facilement, j'allais dire, alors non, tu retrouves plus facilement des improvisateurs qui font aussi du théâtre que des comédiens de théâtre qui font aussi de l'impro. Je ne sais pas comment le dire, parce qu'aujourd'hui, moi, je me considère vraiment, l'improvisation fait partie d'une de mes disciplines, mais il y a plein d'autres choses, et moi, je tiens absolument à faire de l'improvisation, à continuer, mais à faire aussi du texte et plein d'autres formes. Mais il y a eu un moment où, en fait, de mon point de vue, il y a eu 3 étapes. Il y a eu une époque où les tout premiers spectacles, les premiers matchs d'impro en France, c'était des comédiens de théâtre qui l'ont fait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les matchs se faisaient le lundi. C'est que le lundi étant le jour de relâche dans les théâtres, eh bien du coup, ils venaient faire le bœuf. Et ils venaient se taper un bœuf comme des musiciens de jazz. Et ben là, c'était des improvisateurs qui faisaient un match d'impro. Donc il y a eu cette époque-là où le théâtre et l'improvisation étaient assez liés parce que ces comédiens venaient tous du théâtre. Il n'y avait pas à l'époque, à ma connaissance, d'improvisateurs professionnels. Ensuite, il y a eu une période où, peut-être que c'est parce que ça s'est tellement démocratisé qu'il y a eu aussi des, entre guillemets, peut-être de la facilité dans certains spectacles. Il y a eu un moment où le théâtre plus traditionnel a vu d'un mauvais œil l'improvisation. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où l'improvisation, c'était un peu le parent pauvre. Ah oui, t'es comédien, ah, t'es improvisateur. Ah oui, d'accord, donc t'es pas comédien. Tu vois, il y a eu un moment, il me semble avoir vu aussi cette période-là,
Donc, où l'improvisation était un peu, on ne voyait pas forcément d'un bon œil l'improvisation dans le milieu plus traditionnel du théâtre. Et puis aujourd'hui, à mon sens, ça a un peu changé. Aussi parce qu'il y a des formes de spectacles d'improvisation, justement, mais parce qu'elles ne sont plus que dans le divertissement, et qu'on redonnait un peu leur lettre de noblesse, je pense, à cet art-là. Notamment, il y a des spectacles qu'on commence à trouver dans les saisons culturelles, par exemple. C'est plus juste dans des salles des fêtes ou mis en place par des associations. C'est aussi, maintenant, il y a des spectacles d'impro programmés, et puis il y a même l'improvisation qui commence à venir même, qui commence à se rapprocher des scènes nationales, dans un sens de théâtre expérimental. On commence par s'apercevoir que, on commence enfin à s'apercevoir que l'improvisation permet aussi d'expérimenter des choses que le théâtre traditionnel ne fait pas. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Je pense à la morsure, je pense aux parvenus, je pense à ceux qui travaillent, qui vont un peu plus, qui cherchent un peu plus qui vont aller, qui cherchent, enfin qui expérimentent quoi, et qui sont moins dans juste on tire un mot et puis on fait les fous dessus quoi. Même si ça a son charme aussi. Hein. Du coup, ouais, toi, tu te places où là-dedans? Est-ce que tu as un dada préféré? On parlait, il y a cette profondeur, on peut en reparler, ou de l'incarnation des personnages, mais en tête de spectacle, tu as un endroit que tu préfères, tu te sens le mieux, ou c'était par balle? Alors, je crois que j'ai quand même une affection pour le long forme. J'aime bien avoir une heure et quart pour écrire une histoire, développer un ou des personnages, etc. Je pense que le long forme va avoir ma préférence, mais j'adore. Je me suis retrouvé récemment, il y a quelques mois, je jouais une pièce de théâtre sur 7 semaines à Paris, au théâtre de Lucernaire, des Souris et des Hommes. Et c'était un seul en scène avec danseuses et musiciens, mais qui reposait pas mal sur moi, puisque j'interprétais tous les personnages masculins. Et au milieu de cette série, donc j'ai joué pendant 7 semaines, 6 jours par semaine ce spectacle, de texte pour le coup. Je refaisais chaque soir la même chose. Au milieu de cette série-là, j'ai eu un match d'improvisation qui était prévu dans la Coupe Paris Impro, pour ne pas la nommer. Et quelques semaines auparavant, je me disais, je ne sais pas si je vais être dans le même, dans le bon état d'esprit pour faire un match d'impro. Parce qu'en plus, Steinbeck, tu es dans quelque chose d'un peu lourd, une histoire poignante, avec beaucoup d'émotions, etc. Et en fait, j'ai fait un de mes meilleurs matchs en fait, que j'ai pu faire dans la Coupe Paris Impro, parce que je crois que j'étais vraiment dans une phase de divertissement complet. C'est vrai que le match, il est un peu plus libre, un peu plus détendu, et du coup, de jouer 6 jours par semaine, 6 soirs par semaine, un spectacle vraiment très éprouvant émotionnellement, physiquement, etc., et ben, de pouvoir jouer un match d'improvisation au milieu de cette série-là, ça m'a fait un bien fou, en fait. Et ça a eu, au contraire, un côté très libératoire et jubilatoire. Donc je dirais que j'ai la chance aujourd'hui de faire des tas de formes différentes d'impro, et c'est ça vraiment qui me plaît, ouais. D'avoir des formats courts, des choses très légères, et puis d'avoir des choses où on va un peu plus expérimenter, être dans des choses un peu plus profondes, quoi, exigeantes. Ouais, d'ailleurs, tu es dans la Coupe Paris Impro, tu joues aussi une comédie musicale improvisée qui s'appelle New, Ouais. tu as un spectacle, un seul en scène pour enfants, je crois. Ouais, histoire éphémère, ouais. Donc dans plein de trucs. Thierry Bilisco, c'est quelqu'un de bankable? Je sais pas, mais bankable, je suis pas sûr, mais à partir du moment où tu pratiques l'impro depuis 25 ou 30 ans, oui, je dispense des formations un peu dans toute la France et tout ça, donc mon nom est un peu connu, on va dire, effectivement, dans le milieu. Oulala, dans le milieu. Ouais, bankable, je crois pas, mais par contre, j'aime tellement expérimenter que il y a une époque où on disait, ouais, mais Bilisco, on le retrouve partout, en fait, il joue avec tout le monde, et il y a même une ligue, enfin une troupe, qui voulait me prendre sur un spectacle d'impro, et ils m'ont pas pris parce que donc ils avaient envie de me prendre, donc ils reconnaissaient mes qualités pour me prendre,
Mais c'était un spectacle d'impro. Mais ils ont dit non, mais on le voit trop en fait. Il joue avec tout le monde, donc on va pas le prendre du coup. Mais parce que moi, c'est un truc que j'ai toujours eu. À partir du moment où on a envie de jouer avec moi, j'y vais. Et donc expérimenter, jouer avec des gens différents, mais même en spectacle, en théâtre plus traditionnel. J'adore l'idée d'avoir plein de familles différentes de théâtre et donc d'aller jouer effectivement facilement à Tours, à Lyon, à Lille. Et que s'il y a des projets à certains moments sur certains spectacles, eh ben j'y vais, quoi. Si le projet est enthousiasmant, allons-y. Ouais. Je vais faire l'avocat du diable un peu provoque. Qu'est-ce qui te différencie d'un mercenaire de l'impro? Euh, je pense que j'ai un côté qui ne me différencie pas d'un mercenaire de l'impro. C'est-à-dire que j'étais capable effectivement de jouer plein de spectacles avec plein de gens différents. Euh, parmi les souvenirs que je me garde en trophée, par exemple, c'est que j'ai eu l'occasion de faire un match d'impro une fois, par exemple, sous l'étiquette du Cercle des Menteurs. Sur les dernières années du Cercle des Menteurs, ils faisaient aussi du match d'impro et j'ai eu la chance de jouer avec eux parce qu'il leur manquait quelqu'un et donc ils m'avaient appelé. Donc oui, il y a un côté un peu mercenaire parce que j'ai joué avec plein de gens différents et dans plein de lieux différents et plein de concepts différents. Donc oui, sans doute que ça peut s'appeler un mercenaire. Après, je suis un intermittent du spectacle, donc je pars du principe que jouer, c'est mon métier, et jouer, ça m'a fait perdre parfois du travail avec certaines ligues d'impro, professionnelles, parce qu'on m'a reproché de jouer avec les voisins, et qu'on voulait me garder une certaine exclusivité. Moi, je pars du principe que je n'ai pas d'exclusivité à donner à personne. Demain, si une troupe de théâtre, je ne sais pas, comme ça se passe dans certaines troupes de théâtre, où ils te demandent, je ne sais pas, le Théâtre du Soleil fonctionne comme ça, quand tu travailles avec le Théâtre du Soleil, pendant 2, 3 ans, tu tournes un spectacle et tu travailles avec personne d'autre. Mais tu travailles avec personne d'autre, non pas parce qu'on t'interdit, c'est que tu n'as pas le temps. C'est qu'entre la création et la tournée, ça te prend tout ton temps. Donc à ce moment-là, c'est logique. Moi, si on me donne mon statut d'intermittent avec une troupe, je travaillerai qu'avec une seule troupe. Personne n'est capable aujourd'hui de le faire, donc nous, notre boulot, c'est de jouer avec plein de gens. Et je trouve ça tellement riche, moi, depuis le temps que je fais ça, je trouve ça tellement riche de jouer avec des gens différents et d'aller jouer avec des improvisateurs qui ont 7-8 ans ou bien d'expérience, ou bien de jouer avec des improvisateurs qui ont 25, 30 ans, 40 ans d'improvisation sous les pattes. Je trouve ça génial, en fait. Et ce partage d'expérience est génial. Et je pense que ce qui m'a formé et ce qui m'a apporté beaucoup, c'est ça, c'est d'avoir bossé avec plein de gens différents, sur plein de concepts différents. Je suis sûr que ça m'a nourri. T'as un mentor ou t'as des éveilleurs de... Non, t'as un mentor, ouais, je vais m'arrêter là. J'ai pas un mentor, mais j'ai des gens qui m'ont inspiré et formé. Et Ceux qui et pourquoi? Oui. ceux qui m'ont formé au tout début, c'est vraiment les plus anciens. Il y a eu Elric Thomas, il y a eu Viviane Marcenaro, il y a eu ou qui m'ont inspiré, qui m'ont fait travailler ou qui m'ont inspiré, Christian Siniger, Christian Gage, euh, comment je veux pas l'oublier, Christophe Allwright, ou inspiré Éric Métayer. J'ai jamais travaillé avec Éric Métayer, par exemple, mais il m'impressionnait beaucoup. Éric Métayer m'impressionnait beaucoup quand je l'ai découvert sur sa, sa, sa vivacité d'esprit, le fait qu'il bondissait en permanence sur la patinoire. Enfin, ouais, il était extrêmement rapide. Ouais. Je dirais ça, mais je sais pas si c'est des mentors proprement dit, mais des gens qui m'auront inspiré ou qui m'ont formé, quoi. Emmanuel Leroy également m'a pas mal formé aussi. Je parlais de la Ligue de Marc en Barœul. C'est lui d'ailleurs, c'est Emmanuel qui m'aura fait passer du match amateur au match professionnel, par exemple. JB Chauvin, alors un peu plus récemment, mais JB Chauvin aussi est pas mal apporté beaucoup de choses. Ça gagne combien un
Thierry Belisco après 20 ans de carrière? Je ne sais pas si l'improvisation te... Je disais tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure d'improvisateur professionnel. Moi, je me sens comédien professionnel qui fait de l'improvisation aussi. Mais je ne me sens pas improvisateur professionnel dans le sens où je ne fais pas que de l'improvisation. Après, ce que je gagne dépend vraiment des spectacles que je fais. Aujourd'hui, je pense qu'un des spectacles d'improvisation qui est le plus nourrissant pour moi, ça va être New, la comédie musicale improvisée, parce que c'est le spectacle que je fais le plus régulièrement. Parce qu'on fait à la fois du spectacle en théâtre, mais qu'on fait aussi de l'entreprise ou de l'événementiel, des choses comme ça. Donc ça va être le spectacle qui va le plus me nourrir. Et si on joue un New, on gagne combien sur scène? Ça dépend si on est en tournée ou si on joue sur place, mais on va dire qu'on gagne entre 100 et 150 euros en cachet net. Après, j'ai mon spectacle Histoire éphémère aussi que j'ai beaucoup tourné, j'ai dû le jouer 120 fois, donc ce spectacle-là aussi m'a pas mal apporté. Ouais, après ça dépend des spectacles, ça dépend de. L'avantage de l'improvisation aussi, c'est que c'est quelque chose qui permet de se mettre en place assez vite. Donc c'est vrai qu'une troupe t'appelle pour venir travailler sur un spectacle ou sur un événement d'entreprise ou autre, ça va assez vite en fait. Parfois, il suffit d'un coup de fil d'1 heure et puis après, on est prêt à jouer ensemble en fait. C'est la grande différence avec évidemment un spectacle de texte où tu as des semaines et des semaines de travail avant de pouvoir le montrer au public. En improvisation, finalement, je dirais que c'est l'expérience acquise qui va te permettre de te nourrir et qui va faire qu'aujourd'hui, on est capable de dégainer très vite et de pouvoir intervenir très vite et de créer un spectacle en très peu de temps, quoi. Ou bien de le concevoir comme il y a des spectacles qui se font, des spectacles qui vont être un peu plus construits et qui vont demander évidemment, attention, je ne dis pas que tout se monte rapidement, mais cette discipline fait que, à partir du moment où on a des codes communs, on peut aller assez vite dans la mise en place du spectacle, quoi. C'est l'avantage. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rentrer dans le monde professionnel du spectacle tout en ayant une autre activité professionnelle. C'est l'improvisation qui m'a permis ça. Et ce n'est qu'une fois avoir quitté mon autre métier et me consacrer que au spectacle que j'ai pu réintégrer le théâtre plus traditionnel. Parce qu'évidemment, quand tu as un autre métier à côté, tu ne peux pas te permettre d'avoir 2 mois de répétition sur un spectacle. Donc, mais l'improvisation permet quand même d'avoir d'autres. C'est pour ça que je parlais de semi-pro. J'ai été semi-pro pendant mes premières années. Effectivement, à partir du moment où tu as 2 activités professionnelles. C'était quoi ton activité professionnelle que tu as fait longtemps? J'en ai eu plusieurs, mais j'ai notamment été directeur et programmateur d'un lieu. D'un théâtre? D'un théâtre, ouais. Où ça? En Seine-et-Marne. Tu programmais de l'impro là-bas? Je programmais. Oui, alors c'est pas moi qui l'avais instauré, ça c'était d'avant moi, mais il y avait du match d'impro, mais pas spectacle d'impro. Et tu l'as maintenu? Oui. Oui, en plus ça ramenait. Mais je vais te dire, écoute, pratiquant pourtant l'impro et aimant ça, etc., je pense l'avoir démontré là depuis tout à l'heure, il m'arrivait quand même d'être un peu désolé de me dire que quand on proposait un match d'improvisation, on était full 1 mois avant, alors que quand on proposait un spectacle de théâtre qui avait demandé justement, j'y reviens, des semaines, des mois de répétition, etc., eh ben, on avait du mal à remplir. Et je profitais souvent du match d'improvisation pour faire la promotion des autres spectacles, parce que je savais qu'il y a un public qui ne venait voir que le match d'improvisation dans ce théâtre. Parce qu'il y a quelque chose de... Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus... je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'interactivité marche beaucoup, et puis c'est plus facile, quoi. C'est la même chose que regarder un... Je pense pour un public, entre guillemets, pour un grand public,
y a une exigence, c'est comme regarder un spectacle en VO, un film en VO par exemple. Regarder un film en VO, ça s'apprend. Si quand t'es môme, on te montre d'abord les films en VO, c'est un coup à ce que tu dises, oh là là, mais attends, mais c'est chiant, c'est quoi ce truc où on doit lire en même temps, etc. Mais c'est quelque chose qui s'acquiert en fait avec le temps. Et je pense que le spectacle d'improvisation, pour la majorité, il est facile à aborder en fait. Parce que c'est léger, parce que ça te demande pas trop de réflexion, etc. Mais L'impro et la VF, quoi. ouais, c'est la VF, ouais, je pense. Mais souvent, pas dans tous les cas, hein, mais souvent. Mais tout comme il y a des films, même en VF, qui sont un peu pointus, eh ben, il y a de l'impro aussi qui peut être pointu. Mais ça reste quand même facile d'accès. Est-ce que ça t'est égal ou est-ce que, en tant que spectateur, tu préfères voir un spectacle de théâtre ou un spectacle d'impro? Je suis très mauvais public pour un spectacle d'impro. Je me souviens de toi à Avignon et tu m'avais dit. Je viens pas à Avignon pour voir de l'impro. Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je vais pas voir d'impro quand je vais au Festival d'Avignon tous les ans. Quand j'y joue pas, j'y vais quand même en tant que festivalier. Mais je vais pas voir d'impro. Ben non, parce que, en fait, je suis pas un très bon spectateur d'impro. C'est-à-dire que c'est aussi, je pense, de dispenser beaucoup de cours et beaucoup de formations, de stages et tout. J'ai l'impression que je décortique tout le temps, alors que je me dis, ah, ça, c'est pas. Ah, il a manqué d'écoute. Tu vois, je suis plus comme ça en voyant le spectacle, ou très exigeant, alors que je me laisse plus embarquer sur du texte. Donc, non, je suis pas très, très fan des spectacles d'impro. J'en fais pourtant plein, mais. Ouais, non, à choisir, non, mon choix il sera vite fait. J'irai voir un Shakespeare. De loin, enfin, ou autre, mais je pense notamment à Shakespeare, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Mais Dans une. Est-ce que tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui veut faire carrière en impro? Sur des choix déjà, carrière en impro, déjà cette expression, carrière en impro, j'ai du mal. Non, mais c'est-à-dire que tenter de faire son métier dans l'impro, c'est-à-dire que, ou en partie. Mais c'est la même chose que improvisateur professionnel en fait. Pour moi, on est comédien, et donc si on veut être, tu parles professionnellement là ou tu parles? Ouais, professionnellement. Ben, je lui dirais de se former. J'ai eu un échange dernièrement avec comment je vais l'appeler, une apprentie comédienne qui est venue me voir au théâtre, justement quand je jouais au Lucernaire, et avec qui j'ai discuté après le spectacle, et puis qui m'a écrit quelques jours plus tard, et elle me dit mon rêve c'est d'être comédienne. Comment tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu peux me dire pour m'aider à être comédienne? Et moi je lui ai répondu, il faut que tu te formes en fait. Et elle, dans un premier temps, elle m'a dit non mais moi ce que je voudrais c'est jouer tout de suite. Alors elle faisait de l'impro d'ailleurs, elle fait partie d'une ligue d'impro. Et elle me dit ouais mais moi ce que je voudrais c'est jouer tout de suite. Je lui dis je lui ai dit mais tu sais c'est pas parce que tu sais faire un bon gâteau au yaourt que tu peux mais que tu peux devenir pâtissière en fait. C'est-à-dire j'ai l'impression que bien sûr qu'il faut pratiquer, ou il faut ouais, même l'impro qui semble de l'extérieur ça semble facile, je pense qu'il faut apprendre en fait. Je suis toujours surpris par les improvisateurs qui font 3 ans d'impro, puis qui d'un seul coup se mettent à... Alors je sais qu'il y a des écoles où quand tu as fait 3 ans dans l'école, après tu deviens formateur de cette école et prof de cette école. Je ne citerai personne, mais ils se reconnaîtront. On les connaît bien à Paris. Oui, il y a une école comme ça, où à partir du moment où tu as fait 3 ans d'impro, tu deviens prof. Super, mais pour moi, en 3 ans, on n'a pas encore l'expérience de ça. Moi, je dis souvent, par exemple, en match d'impro, moi, je me suis mis... Mes premiers matchs, je les ai arbitrés, ça faisait au moins 12 ans que je faisais de l'impro. Avant, j'ai estimé ne pas avoir la légitimité pour arbitrer. Pourtant, 12 ans, ça commence... Enfin, tu te dis que tu peux faire un peu avant, mais en fait, non. Enfin, il y a un bagage à faire. Donc, pour répondre à ta question, je dirais déjà de se former,
Donc de faire des stages, de suivre des cours, et puis ensuite peut-être oui, après de chercher et d'expérimenter et de jouer, mais je parlerai vraiment je parlerai de la formation, ouais. Et puis encore une fois, improvisateur professionnel, je ne crois pas trop à cette appellation, même si je respecte. J'ai des camarades, j'ai des amis même, qui ne travaillent quasiment leur métier leur métier de comédien que dans l'improvisation. J'ai pas de problème du tout avec ça, mais c'est juste que pour moi, improvisateur professionnel, c'est pas un statut. On est comédien et donc on est prêt à travailler aussi éventuellement d'autres formes, d'autres. Donc ouais, je crois que comme tout métier, il faut se former. J'aurais tendance à dire ça. Est-ce que tu Je fais un peu vieux sage, mais bon voilà. J'ai annoncé dès le début que j'avais bientôt 47 ans. Je pouvais passer. Tu t'es formé toi déjà? Oui, alors moi j'ai un parcours un peu particulier, c'est que j'ai tendance à dire que j'ai fait une formation continue. C'est-à-dire que, en fait, j'ai commencé à faire des spectacles professionnels, ça faisait 15 ans que je faisais du théâtre en amateur et que j'avais suivi des cours hebdomadaires, des stages, etc. En fait j'ai eu ce parcours à long terme. Moi, j'ai mis 15 ans à faire ce qu'un comédien dans une école va apprendre en 3, en fait. Mais parce que j'avais d'autres projets dans ma vie et que j'avais d'autres métiers, mais un autre métier. Mais... Si je reviens du coup à cet autre métier, on en a parlé un peu, tu étais programmateur. Ouais. Donc c'était via une mairie? Ouais. Oui, j'étais employé municipal. Comment on fait si on veut réussir à vendre un spectacle d'impro à une mairie? Si je le savais, mon vieux. Si je le savais, je vendrais plus les miens. Qu'est-ce qui, toi, à l'époque, te disait ah, ça, c'est un truc que j'aurais pu garder sous le coude? Je programmais pas de spectacle d'impro. Et pourquoi? Je crois qu'il faut le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il faut un concept très fort. C'est-à-dire que la difficulté de vendre un spectacle d'impro, c'est de dire à un programmateur, viens voir mon spectacle, mais ce que je vais jouer chez toi, c'est autre chose. Et en plus, ce que je vais jouer chez toi, je ne sais pas ce que ce sera. Et je ne sais même pas si ce sera bien. C'est compliqué pour un programmateur de mettre de l'argent là-dedans. Pour moi, les spectacles d'impro qui se vendent le mieux aujourd'hui, c'est les spectacles qui ont des concepts forts. C'est-à-dire le spectacle qui a le plus tourné, à ma connaissance, le spectacle d'improvisation qui a le plus tourné, c'est les bonimenteurs. Et les bonimenteurs, c'est 40% d'impro, 60% d'écrit, en fait, et de mis en scène. Donc les gens, ils savaient ce qu'ils allaient voir. Ils avaient juste une partie, et encore, même la partie improvisée, pardon pour ces camarades-là, mais même les parties improvisées, ils avaient des ficelles, en fait. Donc le meilleur moyen de vendre un spectacle d'impro, c'est de ne pas en faire trop, quoi. De ne pas en faire trop. De ne pas faire trop d'impro. D'impro, ou d'avoir un concept très fort, en fait. Bio, ça tourne. Enfin, tu en parleras mieux que moi, mais bio, ça tourne un peu. Persona des Parvenus, ça tourne un peu. Et c'est vrai que avec New, la comédie musicale improvisée, on tourne pas mal. Je pense que c'est parce qu'on a un concept fort, en fait, et que les programmateurs, souvent les programmateurs, ils viennent voir 2-3 fois le spectacle et ils disent, ok, on est venu 2-3 fois, chaque fois c'était super. Donc, ok, j'ai compris qu'ils ont un bagage, mais pourquoi? Parce que aussi dans New, on a un squelette, on a une écriture qui est, on a tellement travaillé la comédie musicale que du coup, à l'intérieur, même si les histoires sont toujours différentes, etc., mais comme les numéros de comédie musicale, on les retrouve, tu sais ce que tu vas trouver, quoi. Comme quand tu es amateur de comédie musicale et que tu vas voir Grease, que tu vas voir Ghost, tu sais que tu vas y retrouver les numéros que tu aimes dans la comédie musicale. Et là, c'est la même chose. Et moi, je crois qu'il faut des concepts forts. Et d'ailleurs, je persiste, le match d'improvisation, s'il est aussi populaire, c'est aussi parce que c'est un concept fort. On reste un peu, t'as un peu de temps? Cool. Du coup, 2-3 caractéristiques de comédie musicale. Donc tu joues dans New depuis
assez longtemps, je pense. Ouais, c'est 8 ans, je crois. Ça va être la 9e saison l'année prochaine. Je crois que c'était la 8e. Là. C'est quoi les deux, trois caractéristiques essentielles d'une comédie musicale? D'une comédie musicale en Ouais, général? ouais. Ou improvisée, tu veux dire? Improvisé. On va dire, comédie musicale improvisée. Quand tu dis que tu vas retrouver des numéros, on va retrouver quoi? Ah bah alors, justement, c'est le lien avec la comédie musicale. Euh, euh, Moi, je vais te parler de la comédie musicale que je défends. Il y a des gens qui font complètement autre chose. Je pense à nos amis de Lausanne qui font la CMI, la comédie musicale improvisée. Ils sont dans un format beaucoup plus free. Nous, ce qu'on fait avec News, c'est qu'on a comme on a beaucoup étudié la comédie musicale, on a établi que une comédie musicale, ça démarre par un numéro d'ouverture. Il y a toujours un numéro d'ouverture qui finit en chanson et qui finit, bam, comme ça en chanson. Il y aura à la fin du spectacle un numéro de clôture. Pareil, le numéro de clôture qui est dire et c'est fini. Tu vois, il y a toujours ce truc-là. Il va y avoir toujours un héros, il va y avoir toujours un moment où le héros va dévoiler son rêve. Ce qu'il voudrait atteindre comme objectif. Puis il va dérouler pendant tout le spectacle, à la manière du voyage du héros et autres, il va dérouler pour essayer d'atteindre cet objectif. Et ça, il va le dévoiler, son objectif, il va le dévoiler dans une chanson. Ouais, il y a des passages un peu, il y a des passages obligés comme cela qui font la caractéristique de 90% des comédies musicales. Et on a choisi de travailler ces numéros-là, nous, pour non pas les préparer à l'avance, mais on sait que le début du spectacle, on démarre avec une scène d'ouverture. Et on sait que dans les scènes qui suivent, on va dévoiler la vie d'un héros dans son monde ordinaire. Et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc on ne sait pas quel est ce héros, on ne sait pas quel est son monde ordinaire, on ne sait pas dans quel univers on va être, dans quel style, mais on sait qu'on va dégager très vite un héros, par exemple. Vous voyez qu'il y a des numéros d'ensemble, des numéros solo, tu vas alterner aussi. Je repars un peu sur l'artistique avant de clôturer. Est-ce qu'il y avait des règles d'impro qui ont changé en 30 ans? Est-ce que tu as l'impression que à une époque c'était ça la règle numéro un? Est-ce que ça a bougé? Est-ce que c'est toujours les mêmes, des grands principes? Tu veux dire sur l'improvisation en général ou Ouais, sur l'improvisation en général. Ben, non, je ne sais pas trop. Je crois que ce qui a changé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il me semble bien qu'à l'origine, il n'y avait pas d'improvisateur professionnel et qu'il y avait des comédiens qui faisaient aussi de l'impro. Aujourd'hui, il y a des improvisateurs qui, de temps en temps, font aussi d'autres choses, mais dont l'activité principale est improvisateur. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais c'est aussi parce que ça s'est étendu, parce qu'il y a du coaching, parce qu'il y a plein de choses différentes qui existent aujourd'hui. Mais Et la tendance, tu la vois comment dans 10 ans? Le paysage, il sera comment, selon toi? Oh De là là, vrai. comment ce sera dans 10 ans? Ben, c'est rigolo, j'ai la sensation que je l'ai vécu avec la Coupe Paris Impro, tu vois. Je vais prendre la Coupe Paris Impro comme exemple parce que c'est assez intéressant. Les premières années de la Coupe Paris Impro, les improvisations étaient beaucoup plus tournées vers l'anecdotique, vers la vanne, il n'y avait pas trop de construction, c'était très déconnant, très délirant. Efficace, hein, le public adorait, mais il n'y avait pas vraiment d'histoire qui se dégageait, enfin, ou en tout cas pas tout le temps, ou très peu, etc., etc. Et puis, parce que c'est apparu, donc il y a eu 8 saisons, je crois, c'est apparu à une époque où peut-être on voulait se défaire de trop de formats et trop de... et que... Et aujourd'hui, on revient un peu plus à des choses un petit peu plus construites, un petit peu plus profondes. Je pense qu'on va continuer d'expérimenter, à mon avis. À mon avis, je pense qu'il va y avoir un rapprochement entre, je disais tout à l'heure que ça avait évolué, mais il va y avoir un rapprochement entre le théâtre plus traditionnel et l'improvisation. Et que les frontières, à force, les frontières, elles vont encore être de plus en plus ténues.
j'y crois. Et qu'on va comprendre qu'il y a quand même de la noblesse, en fait, dans l'improvisation. On va le comprendre définitivement. Et que c'est pas juste un art mineur, comme dirait l'autre, mais que ça peut être aussi exigeant, ça peut être aussi construit, que c'est pas que de la battle, que... c'est comme dans... Je suis pas un spécialiste du hip-hop et du rap, mais j'ai la sensation que c'est la même chose. J'ai la sensation que dans le hip-hop et dans le rap, il y a eu des choses qu'on défrichait à un moment, puis après, il y a eu un passage où c'est devenu un peu plus... voilà, bon, on se met à faire du rap, on se met à faire de la danse hip-hop, un peu comme ça, vite fait, on fait juste de la battle, etc. Puis on est revenu à quelque chose d'un peu plus travaillé et où on s'aperçoit qu'on découvre de la danse hip-hop dans des spectacles de danse contemporaine, etc., etc. Je crois qu'il y a des... à mon avis, l'impro, ça peut faire aussi ce parcours-là. Je ne serais pas surpris. Est-ce que tu as un raté dans ta carrière dont tu voudrais nous faire part? Comme un raté où tu as appris quelque chose? Je sais pas si je suis clair. Euh, Dans ma carrière d'improvisateur, un raté qui m'aurait fait apprendre quelque chose. Bah, oui, j'en parle parfois de mon pire souvenir peut-être. Mais j'étais jeune improvisateur, mais qui m'aura permis, qu'aura jeté des bases assez, enfin, qui m'aura permis de comprendre assez tôt quelque chose. Alors, j'ai pas, à l'époque, j'avais pas bien compris ce que ça allait m'amener à faire évoluer dans mon évolution d'improvisateur, mais en tout cas, ça a été suffisamment. J'ai compris quelque chose. Il se trouve que j'étais jeune improvisateur, je devais avoir 18 ans, c'était mes premiers matchs d'impro, un de mes premiers matchs, et c'était un des premiers où mes parents venaient. Et voilà, ils m'avaient déjà vu en spectacle de texte, mais en match d'improvisation, ils ne m'avaient pas ou très peu vu. Et en plus, c'était vraiment au tout début, donc c'était peut-être mon deuxième, troisième match. Bon. Et en fait, je me suis retrouvé à un moment dans une scène de bizutage. Et je devais bisuter des étudiants. Et en fait, mon partenaire de jeu me demande de sodomiser un autre comédien, un autre personnage. Et moi, je suis à ce moment-là jeune improvisateur, à qui on a appris qu'il fallait dire oui et accepter toutes les propositions de jeu. Et donc, j'ai eu un immense moment de solitude, parce que j'ai joué ça, j'ai mimé cette scène, avec mes parents dans les premiers rangs. Ouais, c'est un très mauvais souvenir. J'ai eu vraiment honte, mais j'ai pas su sur le moment comment, et mon inexpérience a fait que j'ai pas su comment. Je me suis dit, je vais faire un refus de jeu si je le fais pas. Et refus de jeu, en plus, c'est même ça peut être sanctionné dans un match d'impro. C'était un match d'impro. Ça peut être sanctionné en match d'impro. Et puis même, c'est pas cool de. Mais en fait, heureusement que. Bien sûr qu'on apprend à des jeunes improvisateurs, enfin des improvisateurs, je veux dire, débutants, on leur dit oui, il faut tout accepter pour éviter d'être dans le refus, parce que souvent c'est un réflexe, on croit que ça va donner forcément, d'être dans le refus tout le temps, ça va donner du jeu, donc ils ont tendance à le faire, donc on leur dit accepte la proposition de l'autre et construisons ensemble, 1 + 1 = 11. Mais en fait, tu apprends assez vite, dès que tu commences à acquérir un peu d'expérience, tu apprends assez vite qu'il y a une différence entre refus, genre dégage avec ta proposition et moi on va plutôt jouer la mienne, mais il y a aussi la possibilité que mon personnage refuse ce qu'on me demande, mais que ce soit quand même nourrissant et que ça nous permette quand même de construire ensemble. Donc oui, je pense que ça aura été les bases d'une autre façon de jouer, oui, et d'éviter. Alors après, je te parle d'un truc, encore une fois, hein, on est en 92, 93, je sais pas. On voit, enfin j'espère qu'on voit plus les mêmes choses sur scène, mais ouais, pour un jeune improvisateur, c'est assez traumatisant pour un jeune homme, et ça m'aura au moins servi à ça, ouais. Je prends cet exemple encore, quand je donne cet exemple-là, c'est pour vraiment dire que ouais, on n'est pas obligé de tout faire. Il y a eu des discussions ces dernières années sur le sexisme aussi en improvisation, éviter que
éviter ce fameux réflexe qu'il y a pu avoir certaines années, que les femmes sont... Enfin, il y a une époque où en improvisation, les femmes étaient soit des secrétaires, soit des prostituées, soit des femmes au foyer. Mais il y avait peu de rôles, comme par hasard, c'était un avocat, c'était un architecte, etc. Heureusement, tout ça, c'est des choses qui évoluent. Voilà, si on peut éviter d'avoir un bizutage de cet ordre-là, enfin de ce genre-là, en improvisation, on s'en tirera pas mal, ouais. Si je viens avec une enveloppe conséquente, pleine d'argent, et je te dis Thierry, tu peux monter le projet que tu veux, je veux qu'il y ait des moments spontanés dedans, tu ferais quoi? J'appellerai des improvisateurs de toute la francophonie. Je ferai un plateau de 20 improvisateurs d'un peu partout. Je ferai un gros truc, je l'appellerai Elyséum ou enfin un truc comme ça. Non, je crois que je ferai. C'est une bonne idée. Je crois que je ferai un. Je crois que je ferai un projet de cet ordre-là, ouais. Si j'avais un gros budget, je crois que je ferais. Ouais, je ferais venir. Et c'est pas une. Enfin, c'était une boutade, mais en même temps, c'est pour de vrai. Je crois que je ferais venir des gens d'un peu partout, dont j'estime beaucoup le travail, et je nous ferai travailler ensemble. Euh, et, et pourquoi pas avec du monde sur le plateau, ouais. Parce qu'on est quand même. On a quand même une tendance, mais ça c'est dans le théâtre en général, hein, on a une tendance à réduire de plus en plus le line-up sur scène et le nombre de spectateurs, enfin le nombre de comédiens. Évidemment, il y a une économie, c'est un peu normal, mais je crois que je ferais ça, ouais. Et de façon à ce qu'on soit 14 sur scène. Il y a des projets qui se montent encore là-dessus. Encore une fois, je pense notamment à La Morsure qui, parce qu'ils ont trouvé le fait d'allier des comédiens professionnels, des comédiens amateurs, ils travaillent sous forme de stage et du coup ils arrivent à avoir des spectacles sur scène avec 12 personnes, 14 personnes, ça se fait quand même de moins en moins, même dans le théâtre plus traditionnel. Donc ouais, je pense que je ferai un truc comme ça, ouais. Je nous donnerai les moyens, pour une fois, je nous donnerai les moyens d'ambition et notamment avec du monde, ouais. Ça serait vraiment un fantasme d'avoir une vraie foule. Et que quand on fait une foule, on n'est pas juste 4 improvisateurs à mimer une foule, en fait. Mais non, on serait d'un seul coup 15, quoi. Et du coup, là, on a une vraie foule qui peut faire une manif ou autre, quoi. On va terminer avec une question double. Pourquoi tu fais ça, Thierry? Je pense que je fais ça. Je fais ça parce que j'ai besoin de. Je pense que j'ai besoin de montrer des choses. J'ai besoin de montrer des bouts de moi. On va être sérieux 2 minutes, mais je pense que j'ai besoin. Il y a un ego quand même qui travaille, hein, évidemment. On n'est pas comédien si on n'a pas un minimum d'ego. Donc j'ai besoin de montrer des bouts de moi, mais qui sont jamais moi, en fait. Et que si j'ai démarré le théâtre, je pense que je l'ai démarré pour ça. J'ai compris que je pouvais ne pas être moi, tout euh, en quand même endossant quand même le manteau d'un personnage. Et je parlais tout à l'heure de la profondeur des personnages. Je suis un peu connu pour ça, d'avoir des personnages qui sont forts, campés, etc. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime bien disparaître un peu derrière mes personnages. Donc j'ai envie de montrer une partie de moi, mais pas moi, quoi. C'est-à-dire que les fois où j'ai dû, moi, me retrouver à être moi sur scène, ça a toujours été très compliqué. Je ne suis pas hyper à l'aise. Les gens qui me connaissent dans la vie privée savent que j'ai une partie très introvertie, etc. Mais là, ça me permet de montrer, ouais, parce que je pense que chacun de nos personnages, ils ont des tout petits bouts de nous, en fait. Soit des choses qu'on refoule, soit des choses qu'on adorerait être, ou enfin voilà, il y a un petit peu de nous. Moi, je crois qu'il y a allez, peut-être pas tous nos personnages, mais je crois que dans la grande majorité des personnages, il y a un petit peu de nous. Et donc, ça me permet de montrer des bouts de moi, mais sans que ce soit entièrement moi, en fait. Donc, je garde quand même ma pudeur.
Je dirais ça. Merci beaucoup Thierry. Merci pour l'invitation.